Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, moi je suis Nicolas Guillepin, je suis maître de conférence en agronomie à AgroParisTech. Et donc ma présentation va porter sur les questions d'échelle et niveau d'organisation avec l'exemple de l'agronomie globale. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une présentation que j'ai préparée avec mes collègues Pietro Barbieri, qui est maître de conférence en agronomie à Bordeaux, et Thomas Nem, qui est actuellement chef du département agroécosystème à INRAE. Alors, je vais découper ma présentation en trois parties. Je vais redire quelques mots sur ce que c'est l'agronomie globale, pourquoi on en fait, les approches qu'on met en œuvre. Et ensuite, je vous expliquerai que dans la façon dont les travaux se sont déroulés, il y a eu trois grandes manières d'envisager la dimension globale en agronomie. Puis je vous donnerai des exemples et je finirai par quelques mots de perspective sur ces questions d'échelle. Alors d'abord l'agronomie globale. Les agronomes se sont mis à finalement relativement récemment, ça fait 15-20 ans que c'est maintenant bien, 10-15 ans que c'est bien investi, cette dimension globale, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des phénomènes qui se manifestent sur de larges étendues spatiales et qui questionnent l'agriculture, où l'agriculture a un rôle à jouer dans ces effets-là. Par exemple, le déclin de la biodiversité, qui se passe sur l'ensemble de la planète, c'est le cas du changement climatique, va être le cas aussi des effets sur la santé, de la pollution de l'air, de l'exposition aux pesticides, tout un tas de phénomènes qui se passent sur de larges étendues spatiales. Et par rapport à ça, l'agronomie globale essaye alors de comprendre s'il existe des lois de réponse générales des systèmes agricoles, par exemple du rendement, et comment ces lois de réponse varient dans l'espace sous l'effet des conditions de milieu, en considérant une gamme de milieux élargie par rapport grâce à l'approche à très large échelle. Et ça, c'est noté, je vous l'illustrerai ensuite. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est qu'il y a des processus qui prennent sens vraiment qu'à très large échelle. C'est lié à leur nature, au fonctionnement des systèmes qu'on considère. Par exemple, la sécurité alimentaire mondiale, effectivement, c'est à large échelle de fait. Les équilibres du commerce international et leurs effets sur le déplacement des terres, le commerce virtuel de l'eau, par exemple, des ressources de manière générale. Les émissions de gaz à effet de serre, qui ont une origine locale, mais qui ont un effet sur le climat mondial. La transformation des grands cycles biogéochimiques, de l'azote, du phosphore. Et puis, plus généralement, tout ce qui concerne le dépassement des limites planétaires. Donc ça, c'est des choses qui prennent un sens à l'échelle mondiale. Et l'agronomie globale essaye de prendre ça en charge en appréciant les effets des systèmes agricoles sur ces phénomènes, en naviguant entre les échelles selon comment c'est pertinent. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et il y a une troisième raison qui tient au fait que il y a beaucoup de débats aujourd'hui, il y a une montée en puissance des débats sur l'agriculture et ses dimensions, ses impacts écologiques, sanitaires, économiques, et qui demandent un éclairage sur ces questions-là à large échelle. Et ça, c'est très lié aussi au fait qu'il y a des politiques publiques qui ont des ambitions sur des étendues spatiales assez larges et qui questionnent l'agriculture. Ça peut être des politiques agricoles ou alimentaires. C'est par exemple l'exemple qu'on a eu récemment avec la stratégie Farm to Fork de l'Union européenne dans le cadre du Green Deal. Il y a quand même des ambitions assez fortes de réduction de l'usage des engrais, des pesticides, et ça questionne beaucoup la capacité de production, les changements d'usage des terres que ça peut générer, est-ce que ça peut modifier les équilibres du commerce international. Voilà. Donc là aussi, l'agronomie globale cherche à éclairer ces débats-là en tenant compte vraiment des connaissances qu'on a du fonctionnement des agroécosystèmes pour éclairer les choix qui peuvent avoir à se faire à large échelle. Alors maintenant, si on devait donner une définition de l'agronomie globale, on pourrait dire que c'est une discipline scientifique qui traite de questions et de phénomènes qui concernent le fonctionnement des agroécosystèmes et leur gestion, c'est important, et qui s'exprime à des échelles larges. Et quand on dit échelle large, on entend au moins le pays, et puis supérieur, les groupes de pays, ce qu'on appelle la région, ou carrément la planète dans son ensemble. Alors comment on a fait ça ? Il y a eu un peu deux grandes approches de l'agronomie globale pour traiter tout ça. La première, c'est d'analyser à travers une très vaste diversité de conditions de milieu les performances d'une pratique, labour non labour, d'un système de culture ou d'un mode de production. Mode de production, par exemple bio, conventionnel, agriculture de conservation. Ça a été beaucoup fait par méta-analyse et ça apporte des bénéfices parce que quand on fait ça, on cherche à avoir une extension de la diversité des systèmes qu'on considère, mais aussi des environnements considérés. Ce qui
contribue à étendre le domaine de validité des conclusions. Et je vous montrerai un exemple après où qu'on peut l'étendre vraiment de manière vraiment considérable. C'est ce qui a été fait quand on compare agriculture de conservation, son effet sur le rendement par rapport à l'agriculture conventionnelle, par exemple. Voilà, on fait des collections d'expérimentation sur l'ensemble de la planète et on les analyse. Donc vous voyez qu'on a une couverture spatiale qui est très large. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, ça a été d'analyser et d'évaluer des scénarios dans lesquels on s'intéresse à l'effet d'adoption massive d'une pratique, d'un système de culture ou d'un mode de production, afin d'en apprécier les effets à l'échelle globale. Alors pour faire ça, on a souvent besoin de considérer des niveaux d'organisation supérieurs. On a besoin de dépasser la parcelle pour capter des effets systémiques qui rentrent en jeu. Je vous montrerai un exemple. Un exemple qui a été très bien décrit, c'est l'étude de scénario d'expansion de l'agriculture biologique, où on regarde notamment les flux d'azote. Je vous mets le petit schéma, mais j'y reviendrai ensuite. Donc si on fait la synthèse, en fait, il y a eu un peu 3 façons d'envisager cette dimension globale dans les travaux récents en agronomie globale. La première, c'est d'étendre le domaine de validité des connaissances qu'on produit en analysant des expérimentations dans une très très grande diversité de situations. Le deuxième, c'est d'accroître l'étendue spatiale des analyses vers des échelles nationales, régionales et mondiales, ce qui peut avoir un intérêt, notamment comme j'ai dit, dans le cadre pour informer des politiques, par exemple, dans le cadre d'espaces très larges comme l'Union européenne. Et la troisième façon, c'est d'analyser des niveaux d'organisation supérieurs à ceux qu'on considère habituellement. Alors je vais donner des exemples et puis je vais détailler un petit peu sur chacun de ces points. Et c'est ce que je vais faire dans cette deuxième partie. Et donc je commence par étendre le domaine de validité. Donc je reprends l'exemple que j'ai mentionné, celui de la méta-analyse pour évaluer les performances de l'agriculture de conservation. Donc là, cette méta-analyse-là a consisté à collecter tout un tas d'expérimentations qui a été fait dans plein de milieux sur l'ensemble de la planète. Donc on arrive pour donner une idée de l'ordre de grandeur du jeu de données, on est à 5400 comparaisons entre agriculture de conservation et agriculture conventionnelle. 63 pays, ça vient de 600 études, donc ça fait beaucoup. À partir de ça, avec les méthodes statistiques adaptées, on arrive à tirer des conclusions qui se représentent comme ça. Donc, vous avez en bas l'effet sur le rendement. Quand on est à droite, c'est que l'agriculture de conservation a un meilleur rendement que l'agriculture conventionnelle. Et vous avez en ordonnée différentes pratiques qui sont les classiques de l'agriculture de conservation. Est-ce qu'on laisse les résidus de culture sur la parcelle? Est-ce qu'il y a une rotation des cultures? Et donc, il y a 2 panels, c'est les climats secs et les climats humides. On pourra discuter de cette classification, mais voilà, ils ont fait 2 grands groupes. Et vous voyez que ce qui se dégage ici fortement, c'est que l'agriculture de conservation globalement a un rendement plus faible, sauf dans certains cas, dans les climats secs, et quand on laisse les résidus sur la parcelle et qu'il y a une rotation de culture. Et l'effet, il peut être assez fort, on est autour de plus 5-10%, donc ça, c'est assez important. Donc voilà, et ça nous permet d'avoir ces synthèses-là, parce qu'on a plein de milieux, et quand je vous disais qu'on étendait la gamme le domaine de validité, si j'ai représenté là sur ce graphique toutes les études, la température moyenne annuelle en abscisse, c'est les précipitations moyennes annuelles, le total de précipitations à l'année. Et vous voyez qu'on couvre une gamme de variations qui est énorme, parce que ça va à peu près de 200 à plus de 3000 mm par an. On est vraiment sur toute la gamme qu'on peut rencontrer. Et en température moyenne annuelle, on va de 1 à plus de 29 degrés. Donc là, pareil, c'est énorme. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une vision qui est vraiment exhaustive et assez robuste. Voilà, ça c'était le premier exemple. En ce qui concerne, donc le deuxième, c'était accroître l'étendue spatiale des analyses. Alors là, on pourrait prendre énormément d'exemples. J'en ai choisi un, parce que je le connaissais bien, j'ai contribué, qui portait sur l'impact du changement climatique sur le potentiel de production du soja en Europe. Et donc là, vous avez 2 cartes qui représentent le rendement simulé en conditions non irriguées du soja pour le climat historique à gauche et pour le climat futur à droite dans les années 2050 avec un scénario de réchauffement intense, RCP 8.5. Donc on voit bien le déplacement des zones de production. Et avec ce type de résultat, on arrive à estimer on pense que c'est possible d'un point de vue biophysique d'être quasiment autosuffisant en soja, ou en tout cas à moitié autosuffisant en soja. Aujourd'hui, on n'est pas du tout, on importe à 90% notre soja.
Donc on attendrait 50% d'autosuffisance si on dédiait 4 à 5% des terres cultivées en soja. Voilà. Alors, ces résultats, je fais un petit point sur la méthode parce que je pense que c'est intéressant aussi. C'est des modèles qui prédisent le rendement à partir du climat et qui mobilisent des jeux de données mondiales de rendement du soja. Vous avez une carte ici et de données climatiques avec des techniques de machine learning, ce qui permet aussi de tirer parti des relations climat-rendement dans une gamme de conditions très très variées. Et le troisième exemple, il traite de l'analyse des niveaux d'organisation supérieurs à ce qu'on considère d'habitude. Et je vous disais que les scénarios sur l'expansion de l'agriculture bio étaient un bon exemple. Bon, la question qui a été posée, qui se pose souvent, c'est est-ce que l'agriculture bio peut nourrir le monde? C'est un petit peu schématique comme question, mais ça soulève tout un tas de questionnements intéressants. Le point de départ de ces questionnements est le suivant, c'est qu'on a des méta-analyses qui nous disent qu'en moyenne, le rendement en bio est inférieur au rendement conventionnel de 20% environ. Et donc, est-ce que ça veut dire que si jamais on imaginait un monde 100% bio, est-ce qu'on aurait une production plus faible de 20%? Et en fait, quand on regarde cette question-là avec un petit peu de connaissances agronomiques, c'est un petit peu plus compliqué que ça, notamment pour la question de l'azote. Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut tenir compte de plusieurs choses. Au moins, alors il y en aura même d'autres, mais il faut au moins, pour bien apprécier la capacité productive d'un monde 100% bio, il faut au moins être capable de tenir compte des changements d'assolement à large échelle qui seraient générés parce que les rotations en bio ne sont pas les mêmes qu'en conventionnel, elles sont plus longues, plus diversifiées, ce ne sont pas les mêmes cultures, plus de légumineuses notamment. Donc on aurait un assolement mondial qui serait complètement différent. Il faut aussi tenir compte de la disponibilité globale en azote dans le système, parce qu'on n'aurait plus d'engrais de synthèse. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% des inputs azotés dans le système agricole mondial, c'est des engrais de synthèse, donc se couper de ça, c'est vraiment énorme. Et donc ça implique aussi de tenir compte des animaux d'élevage, de leur alimentation, de leur déjection et de leur répartition géographique, puisqu'on ne transporte pas du fumier sur des longues distances. Et aussi de la réponse, le troisième point, de la réponse des cultures, du rendement des cultures à la disponibilité en azote. Donc ça, c'est pour la partie production, donc il y a au moins ces points-là qui sont nécessaires d'examiner. Mais aussi, pour apprécier le niveau de satisfaction de la demande, on a besoin d'informations sur le régime alimentaire de la population mondiale et sa taille, aussi, la population mondiale. De faire des hypothèses sur les pertes et gaspillages. Vous savez on estime qu'elles représentent un tiers à peu près de la production agricole à l'échelle mondiale, ce qui est beaucoup. Et du recyclage de l'azote qui est présent dans les eaux usées, ce qui représente un gisement d'azote aussi important. Donc en gros, on a besoin de travailler à un niveau d'organisation supérieur, parce qu'il faut la demande, la production, et on a besoin d'aller jusqu'au niveau du système alimentaire mondial. Alors je vais présenter de manière très synthétique les travaux que Thomas et Pietro ont réalisés sur cette question-là. Alors ils ont développé un modèle, et c'est ce que je mettais tout à l'heure, qui représente ces flux d'azote entre les prairies, les animaux d'élevage, les cultures, la population humaine, en bio, pas bio. C'est un modèle qui est spatialisé aussi, alors je ne le montre pas. Et ils ont fait différentes simulations, et je vous donne quelques résultats un petit peu saillants de ces travaux-là. Bon, ce qui montre, c'est que, comme pressenti, la disponibilité en azote est vraiment un facteur limitant primordial d'un monde qui serait 100% en bio. Alors d'abord, si jamais on passait tout le monde en bio sans changer trop le reste, en gardant le même secteur des productions animales et leur répartition géographique, ce qui montre, c'est qu'on aurait une réduction de la production mondiale de l'ordre d'un tiers. Production animale et végétale confondue. Donc c'est plus que les 20% que ce qu'on avait vu, parce qu'en fait on aurait un manque d'azote généralisé qui aboutira à une réduction d'un tiers de la production mondiale. Par contre, si jamais on envisage d'autres leviers, et notamment si on envisage des modifications fortes du secteur de l'élevage, le changement des types d'animaux, redistribution géographique des animaux, si on réduit les pertes et gaspillages et qu'on change les régimes alimentaires, on pourrait éventuellement arriver jusqu'à 40-60% de bio dans l'assolement mondial, mais pas plus, sinon on n'arrive pas à produire suffisamment pour alimenter la population mondiale. Et ces résultats, en fait, se présentent sous cette forme-là, souvent c'est ce qu'on regarde. D'ailleurs, vous avez une approche matricielle dans laquelle vous avez en haut des hypothèses sur la demande avec des régimes alimentaires actuels à gauche et sains à droite. Alors, on va en discuter quel on prend, mais voilà, qui joue sur la demande. En gros, à droite, c'est des régimes alimentaires plus végétalisés, pour faire court. Et puis à gauche, vous avez des hypothèses sur
la production, un pourcentage de bio, là c'est la colonne bleue, et puis si on a le droit d'utiliser du fumier non bio en bio par exemple, et puis si on peut réutiliser l'azote qui est présent dans les eaux usées. Et ce qu'on voit, c'est que quand la case est verte, c'est qu'on produit suffisamment pour tout le monde et on arrive au maximum à aller jusqu'à 60%, donc on est sur 40-60%. Voilà. Donc là, c'est bien un exemple où on va largement au-delà de la parcelle, on a besoin d'aller jusqu'au système alimentaire dans son ensemble, en tout cas, peut-être pas dans tous ses détails, mais voilà, on est bien à l'échelle du système alimentaire. Alors, j'ai terminé pour ces 3 exemples et je voudrais juste finir par quelques réflexions voilà, sur ce que je vous ai présenté. Donc, je vous ai dit qu'il y avait ces 3 façons d'appréhender la dimension globale voilà, qui avaient été développées au cours des dernières années. Bon, la méta-analyse est très présente pour le premier, et maintenant il y en a beaucoup des méta-analyses, je considère que c'est vraiment partie du... Voilà, c'est très commun, quoi, ça fait partie des outils classiques. Accroître l'étendue spatiale des analyses vers des échelles nationales, régionales et mondiales. Il y a beaucoup de travaux, je pense qu'on peut en mentionner 2 qui me semblent importants, mais on pourra en mentionner d'autres. Alors, il y a tous les travaux d'AGNIP sur l'impact du changement climatique sur les cultures à l'échelle mondiale. Il y a aussi beaucoup de travaux sur le rendement potentiel et les yield gaps pour estimer le potentiel de production. Le Global Yield Gap Atlas en fait partie. Donc voilà, il y a aussi il y a beaucoup de travaux sur cette question-là. Et puis, sur les niveaux d'organisation supérieure, je constate qu'il y a eu beaucoup de travaux ces derniers temps à l'échelle du système alimentaire. Je mentionne 2 études prospectives qui me semblent assez marquantes. Le scénario TIFA, pour ceux qui connaissent, une Europe agroécologique en 2050. Et puis la prospective Heat-Lancet, récemment aussi, qui rentre dans le cadre des limites planétaires et qui fait même le lien entre régime alimentaire et santé humaine. Voilà. Donc tout ça est finalement bien installé. Alors quelques réflexions sur le changement d'échelle. Bon, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec tous ces travaux, en ayant investi ces échelles supérieures et ces niveaux d'organisation supérieurs, l'agronomie est désormais bien présente, à mon avis, de la parcelle cultivée jusqu'au système alimentaire mondial. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse dire des choses sur l'agriculture sur toutes les échelles. Je pense qu'en tant qu'agronome, on est nombreux à être aussi assez attentifs à avoir un discours et des résultats qui sont pertinents à des échelles très larges et des niveaux d'organisation très larges, mais aussi à un niveau local. Parce qu'on a envie que ce soit utile, notamment que ça puisse, si possible, aider les agriculteurs et les acteurs locaux dans les territoires à mener les transformations qui sont nécessaires. Assurer cette pertinence à la fois locale et globale est un enjeu qui n'est pas simple. Alors là, il y a eu pas mal de réflexions sur l'analyse des yield gaps. Je vous invite j'ai mis quelques références. À ma connaissance, c'est un des points où c'est le plus développé. Mais je pense que c'est important d'essayer de le faire. Et puis en fait, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, le changement d'échelle, finalement, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une nécessité absolue, parce qu'il y a certaines questions pour lesquelles on n'en a pas vraiment besoin. Quand je présentais l'exemple sur la méta-analyse sur l'agriculture de conservation, si on veut savoir dans quelles conditions c'est mieux du point de vue du rendement de faire de l'agriculture de conservation, on est bien à l'échelle de la parcelle. Et là, il n'y a pas besoin de considérer d'autres échelles ni de changer d'échelle. Par contre, ce qui va compter, c'est d'avoir vraiment une gamme d'environnement la plus large possible. Par contre, il y a des questions pour lesquelles on va avoir besoin de changer d'échelle, et je pense que l'exemple sur l'agriculture bio est très illustratif de ça, parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe sur la performance à l'échelle de la parcelle, mais aussi en considérant d'autres rétroactions plus systémiques, notamment sur la disponibilité de l'azote à l'échelle du système alimentaire. Donc il y a certaines questions qui appellent la mobilisation de plusieurs échelles et d'autres non. Et à mon avis, savoir identifier ça est vraiment le point crucial. Et puis dans tout ça, je pense que les collaborations, c'est le thème quand même de ces rencontres, entre les agronomes, la géographie, les sciences animales sont très importantes. Parce qu'en fait, on voit, alors là, c'est des travaux ce que je vous ai présentés qui sont très fortement marqués par l'agronomie, mais il y a quand même des questions très fortes de distribution géographique des cultures, des animaux d'élevage. Et les animaux d'élevage sont vraiment un élément qui est clé pour comprendre le fonctionnement de notre système alimentaire. Donc on a vraiment besoin de le faire et de les renforcer encore plus. Alors, et puis je finirai rapidement par quelques éléments de perspective. À mon avis, l'agronomie globale a de beaux jours devant elle. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a au moins 2 raisons qui font qu'on va avoir besoin de continuer à investir ces échelles larges et ces niveaux d'organisation un peu supérieurs. C'est d'abord l'accélération des changements globaux et la montée en puissance du débat public lié à ces questions et qui implique le modèle agricole. C'est très fort en ce moment.
Et puis le deuxième point, c'est la disponibilité des données à l'échelle mondiale qui est croissante et dans laquelle voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas ces données-là. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus en mesure de le faire et puis ça avance assez vite. Il y a des échelles, des sujets, des objets qu'on a bien étudiés. Alors, il y a eu pas mal de travaux à l'échelle de la parcelle, de la culture, des modes de production bio, conventionnels, tout ça. Des pays, groupes de pays, voire le monde entier. Et il y a des objets à échelle qu'en agronomie globale, en tout cas, on n'a pas beaucoup, il y a eu peu de travaux dessus. Les exploitations agricoles, par exemple, les filières, les systèmes de culture ne sont pas très bien décrits, les itinéraires techniques non plus. Donc voilà, c'est autant de pistes pour des pistes de recherche pour l'avenir. Et puis, force est de constater que les aspects économiques, sociaux et concernant la biodiversité ont été très peu traités. C'est par exemple le cas dans les prospectives alimentaires. Ces aspects-là sont complètement absents. Alors c'est très compliqué de le faire, mais je pense qu'il va quand même falloir y réfléchir. Et puis peut-être une dernière réflexion, c'est que sur les élargissements des échelles, peut-être qu'une autre possibilité, c'est d'élargir les échelles de temps et d'aller vers une agronomie du temps long. Je pense qu'on va commencer à avoir des données pour pouvoir le faire. Voilà, est-ce qu'il y a des effets dans le temps long ou des effets différés des pratiques sur les performances des systèmes agricoles plus loin dans le futur? Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup regardé. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.